Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Alors, dans 15 ans, on parle beaucoup aujourd'hui de globalisation, de crise économique, climatique, de digitalisation, d'intelligence artificielle, mais on ne parle pas beaucoup de stratégie, de gouvernance alternative, en tout cas en France, peut-être à l'international, j'en parle plus souvent, mais c'est vrai qu'en France, on n'en parle pas encore beaucoup. Et moi, j'y crois beaucoup. Alors vous allez me dire: «C'est normal, je prêche pour ma chapelle», mais pourquoi? Parce que les dernières années ont été marquées par, je pense, une grande instabilité. On a vu, le monde autour de nous, se modifier, se déconstruire, parfois se reconstruire, notre environnement, professionnel, nos méthodes de travail, nos manières de travailler avec le télétravail ont beaucoup évolué. Et beaucoup de nos structures de référence, nos anciennes idées ont été pour le moins bousculées. Ce contexte d'incertitude, c'est pour moi au contraire une formidable occasion pour nous de se réinventer, de créer un futur au travail dans lequel on pourra s'épanouir pleinement et contribuer efficacement au succès de son écosystème professionnel. Moi, je suis persuadée qu'à l'avenir, on parlera peut-être plus d'entreprise, mais qu'on parlera d'écosystème, entrepreneurial ou d'écosystème d'intérêt et qu'au sein de cet écosystème, on parlera plus forcément de stratégie. Je pense que la réflexion derrière, qui sera menée, ça sera de savoir comment je peux aider mon écosystème à créer collectivement de la valeur, comment puis-je accompagner, la dynamique de cet écosystème, à combien d'écosystèmes même puis-je appartenir? Et ça, pour moi, on n'est plus tout à fait dans la stratégie, mais on est plutôt dans l'écologie, à proprement parler. L'écologie, d'un point de vue sémantique, c'est vraiment l'économie du logis. Et je pense que demain, effectivement, notre écosystème, c'est, à l'image de la terre que nous habitons, ce sera notre habitat. Ce sera notre habitat dans le monde de l'entreprise et on devra le gérer comme on doit gérer sa famille, son habitat personnel, sa maison, avec un bon sens de père de famille. Donc voilà, je crois que l'entreprise de demain, c'est une entreprise qui mettra l'être vivant, au cœur de tout. Qu'est-ce que le biomimétisme et comment peut-il s'appliquer dans l'entreprise de demain, en particulier en termes d'organisation et de management ? Quelle est la différence avec l'économie circulaire ? Et quel est son impact sur nos manières de travailler ? Marine Péguin est issue du monde de l'entreprise. Conseille en stratégie depuis plus de 25 ans, elle accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation et d'innovation. Avec Colline Caillé, graphiste et designeuse, elles ont créé une société à mission pour imaginer le biomimétisme en Méditerranée et au-delà, IBMed. En se basant sur les principes du vivant, Marine nous propose un nouveau regard sur l'entreprise en la considérant comme un système vivant, un écosystème. Elle nous amène à dépasser ses frontières pour mettre en place de nouvelles organisations et d'autres fonctionnements comme le regenerative leadership, une approche qui nous demande de transformer notre manière d'appréhender l'entreprise. Marine, comment a été créée votre entreprise IBMed et pourquoi le biomimétisme ? Alors en fait, j'ai eu la chance de rencontrer, Colline, mon associée, Colline Caillé donc, lors d'un hackathon, dédié au biomimétisme et puis, de cette rencontre est née une amitié qui nous a poussé à créer IBMed. On partageait effectivement toutes les 2 un attrait pour le biomimétisme. Colline l'avait découvert comme un prolongement naturel de sa pratique de designeuse
Et moi, pour ma part, je l'avais découvert en 1997 aux États-Unis, lors de la publication de l'ouvrage de référence de Janine Benyus et ensuite je me suis formée en 2015 au biomimétisme en Angleterre. Je pense que toutes les 2, on avait effectivement ce lien très fort avec la nature au départ et je pense on peut nous qualifier un petit peu de serial learner. Pour ma part, j'aime beaucoup créer des ponts entre des univers distincts et c'est exactement la manière dont on fonctionne, en matière de biomimétisme et pensée biomimétique, sur lequel je pense qu'on reviendra par la suite. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que le biomimétisme? Le biomimétisme, en fait, c'est, une philosophie de vie, un modèle d'innovation qui permet de résoudre, les problématiques de notre temps en s'inspirant de l'observation du vivant. On a une formidable banque de données sous les yeux, hein, 4,8 milliards d'années d'évolution qui nous ont permis de sélectionner, les stratégies, gagnantes et quand nous, biomiméticiens, nous travaillons, en fait, nous allons, travailler selon 3 axes et moi je préfère parler de 3 niveaux de connaissances ou en tout cas d'approfondissement de notre observation. Le premier niveau, c'est, le niveau le plus accessible, celui des formes, donc qui consiste à répliquer une forme observée dans la nature. Donc, par exemple, vous avez le célèbre Swiss Building à Londres qui a la forme d'un cornichon, et qui en fait s'inspire d'un organisme vivant marin, très résistant qui s'appelle les corbeilles de Vénus et voilà, c'est la raison pour laquelle il a été «imité» entre guillemets, pour répliquer cette structure très résistante, d'un point de vue architectural. Après, on a un deuxième niveau qui consiste à observer les procédés, les fonctions. Donc là, on va pouvoir évoluer de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est d'ailleurs, le sujet d'une de nos expositions. L'infiniment grand, bah, ça va être de répliquer, des fonctions de type se protéger, se nourrir. L'infiniment petit, ça va consister à reproduire, des fonctions biologiques, vraiment, invisible à l'œil nu, à mimétiser des, équations chimiques, par exemple et typiquement aujourd'hui, il y a dans ma région une société qui, a mimétisé une fonction de décomposition des bambous en éthanol pour pouvoir activer, plus rapidement cet état de décomposition et donc augmenter le rendement de production de l'éthanol pour pouvoir donc le commercialiser. Voilà, c'est le type de choses qu'on peut faire en termes de mimétisme des fonctions et après le niveau qui nous intéressera, nous, aujourd'hui le plus, c'est celui du mimétisme des écosystèmes. Donc là, on va s'intéresser effectivement à comprendre les fonctions, mais non plus en tant que fonction, en tant que contributeur à l'équilibre d'un environnement. Voilà, donc c'est ce qu'on va regarder et c'est ce que nous, on utilise pour décomposer, la pensée biomimétique. Alors, la pensée biomimétique en tant que telle, maintenant, si je devais expliquer les enjeux d'une pensée biomimétique, on prendrait un problème donc de notre environnement, il faut le décomposer en fonctions primaires pour trouver la problématique sous-jacente et en face de chacun de ces composants primaires, on va aller chercher un composant biologique dans la nature et on va essayer de trouver un super champion qui excelle dans la résolution de ce composant naturel. Et ensuite, on fait le chemin inverse pour revenir vers notre problématique, contemporaine. Est-ce que vous avez un exemple, là déjà pour se rendre compte un peu de ce que ça signifie en termes d'application? Oui, bien sûr. Alors, on peut prendre par exemple, le gecko, qui est un exemple assez commun dans le monde du biomimétisme. Le gecko, bien connu des gens, de la Provence, monte, très facilement sur les murs. Il peut même marcher au plafond et la raison pour laquelle il peut le faire, c'est qu'il a des cils vibratoires sur ses pattes. En une entreprise allemande a observé en fait, ce procédé et a décidé de l'utiliser dans un domaine qui peut nous paraître à nous totalement inattendu, qui est celui des chaînes de production des composants électroniques. Pourquoi ils ont fait ça? C'est que jusqu'à maintenant, ils travaillaient avec, des bras mécaniques, qui donc, étaient assez, on va dire, brusques dans la manipulation de ces puces électroniques et ils avaient un taux de casse très important. Et donc, ils ont essayé de régler la sensibilité de l'appareil, mais ça ne fonctionnait pas. Donc ils se sont dit: «Qu'est-ce qu'on peut faire dans le système de préemption pour essayer d'avoir quelque chose de plus souple?»
Et c'est là que leur est venue l'idée de l'observation du gecko et de l'utilisation des cils vibratoires. Donc en fait, ils ont apposé sur, le bras mécanique, une zone de contact qui mimétise ces cils de contact et qui permet en fait d'accrocher en toute douceur la puce électronique pour pouvoir la manipuler, proprement sur la chaîne de production. Et donc grâce à ça, effectivement, ils ont eu une réduction de presque 30 de la volumétrie, de comment dire? De rebut qu'ils avaient sur cette chaîne. Alors, quelles sont les différences entre le biomimétisme et l'économie circulaire? Alors effectivement, on a souvent tendance à parler biomimétisme et économie circulaire en même temps, pour la bonne et simple raison que le biomimétisme, rentre sur un cahier des charges qui est celui des lois de la nature et une des lois de la nature, c'est que la nature recycle tout. C'est de là que vient le fait qu'on rapproche souvent biomimétisme et économie circulaire. Hem, la différence principale, je dirais, c'est que l'économie circulaire, va effectivement s'inspirer de cette fonction de recyclage qui existe dans la nature, mais va la garder, en cycle fermé et en cycle, contraint. C'est-à-dire que, par exemple, une économie circulaire, ça consiste à faire recycler vos bouteilles, vos bouteilles en verre et les rentrer dans un processus de recyclage pour recréer des bouteilles en verre. Le biomimétisme va décloisonner en fait cet univers. Le biomimétisme a toujours une approche holistique et va mettre donc le vivant au cœur du dispositif et va du coup ouvrir les boucles. Je pense que la grande différence entre, biomimétisme et économie circulaire, en quelque sorte, c'est que le biomimétisme pourrait apporter une méthodologie à l'économie circulaire, là où l'économie circulaire pourrait apporter un contexte économique au biomimétisme. En fait, on ne travaille pas sur les mêmes plans. Le biomimétisme, effectivement, va apporter une démarche de structuration. En s'inscrivant dans un contexte global, il va réellement positionner l'économie circulaire au sein d'un écosystème économique. Alors que l'économie circulaire, elle, va simplement fournir une réponse technologique à un problème économique ponctuel. Alors, effectivement, nous en biomimétisme, on va être capable de rentrer sur des dimensions plus larges, des dimensions telles la symbiose industrielle. Donc on s'inspire en fait du principe des chaînes vivantes, des chaînes alimentaires qui peuvent servir de modèle pour le transfert de matière, d'énergie entre les activités industrielles et donc toujours ce principe qui est le même que celui de l'économie circulaire pour le coup, qui est de considérer que les déchets peuvent produire des matières, premières, hein, mais on l'applique à des activités économiques beaucoup plus larges. Donc par exemple, on a le cas du parc, industriel de Kalundborg au Danemark. Kalundborg, c'est une petite ville de 20 000 habitants, mais à une centaine de kilomètres à peu près, à l'ouest de Copenhague, au bord de la mer du Nord et il a toujours disposé d'un port profond et libre de glace toute l'année. Ce qui fait que, très rapidement, ça a été on va dire une plateforme incontournable pour les vraquiers et en fait, depuis la fin des années 50, la municipalité de Kalundborg et le gouvernement de Danemark ont choisi d'implanter, pardon, quelques grandes entreprises fortes consommatrices de matières premières, du fait que ces vraquiers, passaient régulièrement et la symbiose industrielle à Kalundborg, en fait, qui a été mise en place au départ, elle s'articule autour de 5 entreprises partenaires. Il y avait une raffinerie, il y avait une centrale électrique, il y avait un site principal de biotechnologie de l'usine Novo Nordisk, pardon. Et il y avait une usine de panneaux à plâtre et enfin la municipalité de Kalundborg. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré non seulement les déchets des uns, par exemple de la biomasse pour réinjecter de l'énergie dans d'autres sociétés, mais ils ont également récupéré les flux d'énergie donc, par exemple, la chaleur produite par la transformation, des panneaux de plâtre est réinjectée dans le système pour chauffer la municipalité de Kalundborg, par exemple. Voilà, donc ça, c'est le type de dispositif que nous, en biomimétisme, on est capable de déployer, la symbiose industrielle et qui va au-delà, vous comprenez, d'une problématique ciblée d'économie circulaire. Et donc, en termes d'organisation dans les entreprises, Alors,
En termes d'organisation dans les entreprises, effectivement, ce qui joue, ce qui est la clé pour nous, en tant que biomiméticien, comme on l'a évoqué précédemment dans cet échange, c'est la vie. Nous créons des dispositifs qui non seulement favorisent la vie, mais vont même au-delà de ça, sont régénératifs, c'est-à-dire qu'ils favorisent l'émergence de la vie. Et c'est ce qui change tout dans le principe de l'entreprise. Il faut qu'on fasse un changement total de paradigme. L'approche du biomimétisme en entreprise est une approche régénérative qui donc prend le postulat de départ de l'abondance. La vie est source de vie. Vous parlez d'ailleurs de regenerative leadership. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste? Pour bien comprendre les choses, je pense qu'il faut partir peut-être des définitions. Donc, d'une part, il y a la partie régénérative. La partie régénérative, comme je disais à l'instant, ça consiste essentiellement à créer des conditions qui sont propices à l'émergence de la vie. Quand on dit émergence de la vie, dans le monde naturel, ça sous-entend d'accepter des tensions dans le modèle. Aujourd'hui, la vie, elle naît d'un principe de dynamique, qui se retrouve par exemple au niveau de l'ADN. Quand vous voyez une hélice d'ADN, donc vous avez 2 en fait 2 courbes, 2 sinusoïdales, donc qui montent et qui descendent, qui s'entrecroisent. Et donc, on a à la fois le principe de divergence, donc, la vie émerge, elle va se développer aux limites. Un principe de convergence, la vie va essayer de trouver la meilleure solution parmi toutes les solutions qu'elle est en train de développer. Et ensuite, on va avoir le principe d'émergence, c'est le moment où effectivement cette divergence et cette convergence se rejoignent. Et là, on a émergence d'une vie, d'un modèle de vie qui est celui que la sélection naturelle a élu. On a la même dynamique en fait dans l'entreprise au niveau du leadership qui se cadence pareil en 3 phases. On a une phase de conscience de soi, où on va s'ouvrir au champ des possibles en dépassant ses propres limites, en s'ouvrant à la vie, en accroissant sa connaissance de soi-même. On a une dynamique systémique qui est une dynamique où on va prendre conscience de son ouverture à son environnement, de son écosystème. On va essayer de comprendre, les réseaux auxquels on appartient, les flux d'informations qui y circulent. Et puis ensuite, on a une conscience du leadership que nous appelons régénératif dans notre univers, où l'individu est capable de relier en fait cette conscience de soi avec cette conscience systémique et qui peut ainsi ancrer la vie et la sagesse de la nature pour chercher de nouvelles limites à exploiter à titre personnel et dans son entreprise. Pouvez-vous nous donner un exemple d'application du regenerative leadership? Absolument. Alors, par exemple, une très célèbre enseigne suédoise, IKEA, a fait il y a quelques années un workshop qui s'appelle Future Search. Ils avaient, en fait lancé ce workshop parce qu'ils voulaient complètement refondre le cycle de vie du produit, du design, à la production en passant par, la distribution du produit et les expériences qu'ils avaient vues, par le passé avaient pris plusieurs mois et n'avaient pas donné un résultat, à la hauteur de leurs attentes. Donc là, ils ont décidé de lancer ce workshop Future Search. Ils ont réuni en fait 58 dirigeants, décideurs et pendant 3 jours, ils, les ont fait travailler dans une ambiance plutôt, conviviale et créative, si je puis dire et ils leur ont demandé en fait de partager leurs perspectives. Et ça a permis en fait de décloisonner les silos, de permettre aux dirigeants de se forger une vue holistique du fonctionnement de l'entreprise et donc ils ont réussi en trois jours à complètement refondre le processus de cycle de vie du produit. Donc ils ont atteint un objectif qui était au-delà des objectifs précédents et ce qui les a étonnés encore plus, c'est qu'en fait, derrière cette expérience, ils se sont aperçus que grâce à cette culture holistique que s'étaient créée ces 58, managers décideurs, ils avaient eu, une mise en place de la stratégie beaucoup plus rapide parce qu'en fait, ils avaient été capables de créer une véritable culture d'entreprise qui allait vraiment au-delà des fonctionnements en silo habituels
et donc on avait une véritable transversalité qui s'était, instaurée dans l'entreprise. Comment justement on retrouve les 3 points là dans votre exemple dont vous aviez parlé, la conscience de soi, de l'écosystème et de son propre leadership? Eh bien donc, en fait, alors, conscience de soi, ça passait par le fait que chacun a eu un temps pour présenter ce qu'il faisait, dans l'entreprise et la part qu'il prenait dans la culture et dans l'organisation de l'entreprise. Donc, ça a aidé chacun effectivement à avoir cette réflexion un petit peu réflexive sur sa propre contribution. Conscience systémique, c'est la question de savoir comment justement demain, ce que je fais peut avoir du sens dans l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise. Et la conscience du leadership régénératif, elle se fait à l'issue en fait de ce workshop, un workshop Future Search, pour expliquer effectivement sur le terrain comment décliner ce modèle régénératif qui a été défini et comment appliquer cette stratégie au quotidien. Donc c'est vraiment de redescendre cette conscience d'un leadership commun vers le terrain pour chercher de nouvelles limites à exploiter et de nouvelles façons de travailler au sein de chacun des services. D'accord. Vous parliez, tout à l'heure de la tension qui permet au final de faire avancer les choses et de trouver un équilibre. Est-ce que vous avez un exemple et vous pouvez nous en parler un peu plus également? Parce que je pense que c'est un sujet, très intéressant. Alors, oui, en termes de tension, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, la tension n'est pas vue comme un frein dans la nature, mais au contraire comme une opportunité. Pourquoi? Parce que la nature, une autre de ses lois, c'est qu'elle va en permanence aller exploiter les marges. Donc la tension dans le modèle est nécessaire pour pouvoir identifier justement ces marges et travailler dessus. Il y a une société qui s'appelle NextJump, hein, aux États-Unis, qui est une société de distribution, très connue, et NextJump, en fait, ils avaient beaucoup de tensions dans leur organisation et ils ont décidé, en fait, d'implémenter un nouveau, modèle de pilotage où ils imposaient à leurs salariés, tous les matins, de commencer la journée par un travail en binôme. Donc tous les matins, ce binôme se réunissait et il travaillait sur, les problématiques, connexes qu'ils pouvaient avoir. Alors généralement 2 personnes qui n'appartiennent pas au même service, justement pour travailler sur ces tensions, et ils essayaient de se coacher mutuellement pour, voilà, trouver des solutions communes. Ce dispositif, on va dire, de rencontres, quotidiennes était renforcé par un dispositif hebdomadaire. Dans le dispositif hebdomadaire, on obligeait, 2 pairs, donc 2 binômes, à se rencontrer et à travailler sur un sujet qui est justement avait été en tension dans l'entreprise pendant la semaine. Donc ils appelaient ces rencontres, des situational workshops, donc des on va dire des groupes de travail situationnels, et donc l'objectif, c'était vraiment d'essayer de trouver une solution à une problématique qui avait mis l'organisation sous tension durant la semaine, et tout ça était également supplanté par un mécanisme qui avait lieu tous les mois, ils appelaient le facteur 10, et dans le facteur 10, en fait, ils demandaient à 10 personnes de présenter pendant 5 minutes leur activité et ce qu'ils apportaient à la culture de l'entreprise, et tout ça pour créer effectivement déjà une meilleure compréhension de chacun, au sein de l'écosystème, de savoir qui travaille sur quoi, hein. Plus les organisations sont larges, plus effectivement la visibilité sur, les activités de chacun se dissout, pardon, mais surtout pour essayer de créer vraiment un vecteur de communication qui permette à chacun de s'ancrer dans la culture d'entreprise, et en fait, ce dispositif mensuel, il était, alors bien sûr, il y avait du feedback direct, mais en plus, il était complété d'un dispositif où chacun était en capacité, via une application, d'aller donner un feedback direct sur ce qu'il avait entendu et sur les axes d'amélioration qu'il voyait. Et vous connaissez les résultats de ces pratiques? Alors, sur, NextJump, ils communiquent pas énormément sur les résultats, mais, effectivement, ils ont argué du fait que c'était, l'élément fondateur, en fait, de leur culture d'entreprise. Donc c'est effectivement un exemple, c'est la tension, c'est travailler sur ces tensions qui ramènent l'équilibre, quelque part et qui fait avancer également l'entreprise.
Exactement. La tension naît de la divergence et du travail de convergence qu'on essaie de mener pour revenir sur une feuille commune et donc effectivement, l'émergence se crée au croisement des 2, comme on disait tout à l'heure et le croisement des 2 est pour en tout cas NextJump, atteint par ce dispositif. Ce dispositif qui, par le mécanisme de feedback qui se fait via l'application, permet de recréer à nouveau une boucle d'émergence et de convergence. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela change dans nos manières de travailler? Ce que ça va changer déjà, c'est notre manière de penser. En fait, il faut vraiment remettre la vie au sein des choses. Alors, c'est très facile quand on le dit comme ça, mais quand on veut le faire sur le terrain, c'est en fait très compliqué parce que ça touche à tous nos raisonnements les plus fondamentaux. On est habitué à penser de manière, plutôt linéaire, avec un angle plutôt restreint. On est souvent, comme on dit dans les entreprises, focalisé résultat ou focalisé service client. Donc on a une vue très prismatique de notre activité aujourd'hui et ça, je pense que ça vient en partie de notre modèle de pensée scientifique qui s'est développé à partir du XVIIe siècle. Le fait qu'aujourd'hui, on décompose énormément les choses en entreprise, on voit l'entreprise comme une machine et on essaye d'agir sur chacun des composants pour l'optimiser. Nous avons tendance donc à voir, nous, l'entreprise comme un système vivant, c'est-à-dire que, on va pas chercher à maximiser les choses, mais au contraire à optimiser l'équilibre. Encore une fois, notre modèle, la vie, repose sur des tensions. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est trouver l'équilibre entre ces tensions et trouver l'équilibre entre ces tensions, ça nécessite par exemple de revoir complètement nos structures organisationnelles. On a, communément des structures organisationnelles plutôt pyramidales et hiérarchiques. Demain, si on veut pouvoir travailler sur ces mécanismes de tension, ça veut dire qu'il faut trouver un point d'équilibre. Trouver un point d'équilibre, ça veut dire qu'il faut ramener les gens sur le même plan. Donc nous, on travaille sur des organisations qui sont totalement plates, qui sont totalement décentralisées, où les pôles de responsabilité sont éclatés. C'est-à-dire que chaque composante du système va avoir son domaine de prérogative, mais va aussi avoir les responsabilités, le pouvoir de décision associé. Souvent, on rapproche effectivement, la gouvernance biomimétique du mouvement appréciatif, dans la mesure où on va tirer effectivement des organisations alternatives. Le mouvement appréciatif, je dirais, va partir plutôt de la fin de la boucle. C'est-à-dire que le mouvement appréciatif qui s'est développé dans les années 80-90 aux États-Unis, dans la région de Cleveland, il va regarder plutôt tout ce qui est positif dans une organisation et l'idée de tirer le changement par la positivité, c'est celle du mouvement appréciatif. Donc on va partir d'un état des lieux au lieu d'être dans un état plutôt critique comme on l'est habituellement et de voir ce qui ne fonctionne pas et d'essayer de changer ce qui ne fonctionne pas, le mouvement appréciatif va partir de ce qui fonctionne et va essayer de le généraliser. Nous, côté, gouvernance biomimétique, on fait les choses un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on va partir plutôt de la racine. On va essayer de comprendre comment l'organisation fonctionne, quels sont ses liens avec l'ensemble de ses partenaires, comment ces liens sont structurés, sur quelle énergie ils reposent et on va essayer justement de déployer une relation sur chacun de ces points qui va être gagnante-gagnante. Et d'ailleurs, un des outils du leadership régénératif, c'est ce qu'on appelle, la roue du diagnostic ADN et elle repose en fait sur 3 axes, on va dire l'axe, culture, l'axe, Heu, système being que je qualifierais en français par, manière d'être dans l'entreprise, conscience de soi-même, conscience du collectif et puis un axe, qui est, là pour le coup pas tourné vers l'internalité mais vers l'externalité, qui est un axe design et qui est de définir la manière dont on va travailler nos produits, notre service vis-à-vis justement de nos partenaires externes. Une entreprise qui voudrait justement intégrer le biomimétisme, elle commencerait par cette roue du diagnostic?
Absolument, c'est un effectivement des outils qu'on utilise, lorsqu'on arrive en entreprise, pour, mettre en pratique, le regenerative leadership. Donc il y a cette roue du diagnostic qui, en fait, vous permet d'assesser votre maturité au regard des 3 axes dont je viens de parler et qui regroupent, en fait, 17 composants, hein. Hem, une fois qu'on a fait ça, la les autres choses qu'on va faire, c'est, de cartographier notre écosystème. Donc comme je vous ai dit, on est sur une organisation, normalement, qui dans notre esprit doit être assez plate et ce qu'on veut comprendre, c'est quels sont effectivement les différents centres d'activité, internes ou externes à mon organisation. Quelles sont, entre guillemets «les prérogatives» de ces centres, leurs attentes? Comment je peux effectivement moi être utile à ces personnes? Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une ère du capital surabondant. Donc ce qui fait la valeur d'une entreprise, ce n'est plus, sa capitalisation financière, même si, la bourse continue à s'envoler sur des records très hauts. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la valeur intrinsèque d'une entreprise et ce qui sera demain réellement sa valeur compétitive, c'est sa capacité à coopérer avec un écosystème large. C'est-à-dire à être capable de créer une offre de service ou un produit qu'elle ne serait pas capable de créer seule. C'est un produit qu'elle ne peut pas s'acheter seule. C'est ça la vraie valeur demain d'une entreprise. Et donc l'intérêt de faire ce mapping écosystémique de notre organisation, c'est d'aller travailler sur ses potentialités. C'est d'aller identifier vraiment les contours de mon écosystème, de comprendre les forces qui l'animent et ensuite d'agir sur chacune de ces forces pour la transformer en une relation gagnant-gagnant. Un autre outil qui est absolument indispensable aussi quand on arrive, c'est de demander à chacun d'avoir une réflexion réflexive, vraiment de comprendre à titre personnel, dans cet écosystème, qu'est-ce que moi je peux apporter? Comment je peux aider mes collaborateurs? Comment je peux aider mes collègues? Comment je peux aider mes partenaires? Qu'est-ce que je peux faire et comment je peux en retirer, moi, à titre personnel, en tant qu'individu, de la valeur pour grandir dans ma pratique et qu'est-ce que je peux en retirer comme valeur pour aider ma société à grandir? Faire le chemin de la régénération, faire le chemin du l'implémentation du regenerative leadership, c'est pas un voyage qu'on peut faire en solo, comme vous l'avez compris. La clé du voyage, ça réside vraiment dans un mantra qu'on pourrait dire être, plus fort ensemble. Le succès, de mes partenaires, c'est mon succès et inversement. Donc il faut se débarrasser, je pense vraiment, de tous nos vieux modèles de pensée. Il faut faire peau neuve. C'est pas un voyage en ligne droite, c'est vraiment une expérimentation en terre inconnue. C'est quelque chose qu'on construit au jour le jour à titre personnel et à titre collectif. Il faut être dans des démarches, je pense, de temps calme. Et la prise de recul est nécessaire et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on n'a plus beaucoup la flexibilité d'avoir dans nos agendas. Moi, je sais qu'à titre personnel, dans ma pratique de consultante, en stratégie, j'enchaîne des réunions toutes les demi-heures de 8 heures à 20 heures. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut s'obliger à reprendre, se créer des plages de temps calme pour justement pouvoir se poser, s'ancrer, reprendre ce chemin de réflexion. Il faut être aussi dans je pense, dans une démarche d'écoute profonde. Ça, c'est nécessaire, être à l'écoute de soi-même et surtout être à l'écoute des autres. Ne plus être, dans des dialogues, de sourds, c'est-à-dire quand on rentre en réunion, être dans l'écoute plutôt que dans la démarche d'essayer de convaincre. Essayer de comprendre vraiment la problématique que la personne expose en face de vous et encore une fois se demander comment on peut transformer cette problématique en démarche gagnante-gagnante pour voilà, pour votre partenaire et pour vous-même. Et puis je pense il faut avoir un engagement de cœur, c'est-à-dire qu'il faut parler avec le cœur, écouter avec le cœur, mobiliser des forces positives, c'est-à-dire que quand la divergence s'installe, essayer de reconverger sur des buts collectifs, sur des intérêts communs, sur, cette relation gagnante-gagnante qu'on recherche et évidemment s'ouvrir à la nature et là, je donnerai peut-être un dernier exemple, c'est, l'entreprise Google.
Google, par exemple, s'est engagé depuis plusieurs années avec des designers dans une, démarche qu'on appelle, de biophilic design, donc de design biophilique, ça c'est pareil en français et l'idée, c'est donc de ramener la nature à l'intérieur des locaux, en ayant, des murs verts, beaucoup d'espaces végétalisés, recours à des, matières très naturelles et l'idée, c'est vraiment d'essayer de reconnecter l'homme à la nature et de procurer une sensation de bien-être et ils se sont aperçus qu'en faisant ça, ils avaient drastiquement augmenté, la créativité, de leurs employés, la productivité et même la concentration. C'est tout le mouvement de la biophilie. Exactement et qui est un des outils qu'on utilise en régénérateur en regenerative leadership, pardon. Effectivement, notamment dans la partie, design, donc su le travail sur, on va dire l'externalité du modèle et notre service, produit, aux clients. Alors, avez-vous un livre à nous conseiller sur ces sujets? Alors je pense que pour les gens qui veulent aller plus loin sur le biomimétisme, effectivement le livre de Janine Bénus est incontournable. Pour ceux qui souhaitent approfondir le regenerative leadership, pour les anglophones, je conseille définitivement de lire, Regenerative Leadership de Gilles Hutchins et Laura Form. Et puis, on en a beaucoup d'autres sur, effectivement, la gouvernance, on va dire biomimétique, mais ça fera l'objet sans doute d'autres conversations. De toute façon, je remettrai les livres sous le podcast, hein, dans le descriptif. Alors, où peut-on vous retrouver? Alors, on peut nous retrouver sur, notre site internet ibimed.fr. On peut, également nous retrouver à travers différentes publications et notamment récemment dans la splendide revue norvégienne SO. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une revue en ligne, qui, est une revue militante en faveur, de l'écologie et de solutions, on va dire régénératives en faveur de notre planète. Le dernier numéro est sur, les océans. On a contribué sur un très bel article sur les coraux avec un magnifique, design, de Colline. Donc, je vous engage vraiment à aller consulter, cette dernière publication et vous y trouverez, plein de personnes très inspirantes, et de très beaux articles. Ils seront indiqués également dans le descriptif. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler ou de vivre le travail? Je pense que ces dernières années, on a vu beaucoup de changements, beaucoup de construction, déconstruction de nos modèles. Ça rend beaucoup de personnes inconfortables parce qu'on est dans un environnement, volatile, incertain. Je pense qu'il faut essayer de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Ces tensions pour nous sont une formidable opportunité de travailler, notre modèle, de revoir un certain nombre de modes de fonctionnement comme je vous le disais, je pense que vraiment la clé du succès de l'entreprise demain réside dans notre capacité à collaborer avec notre écosystème au sens large. Et je pense que demain, cette logique du vivant va l'emporter et que, on ne parlera plus de stratégie d'entreprise, mais plutôt peut-être d'écologie d'entreprise, si tant est que le terme d'entreprise existe encore pour moi. Je pense que demain, on travaillera plus sur des écosystèmes que sur des entreprises. Je crois beaucoup effectivement au conglomérat d'activités demain. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai le développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous jeudi dans 15 jours pour une nouvelle interview. Pour être averti de chaque nouvel épisode, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées et des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt.